Globule Radio et la ville de Chamonix-Mont-Blanc présente Montagne et compagnie. En partenariat avec la compagnie des guides de Chamonix. Montagne et compagnie. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Pratiquant ou non pratiquant, levons les yeux et contemplons les cimes. Bonjour, bienvenue chez moi. Je vous amène dans ma chambre, elle est juste ici. Voilà, quand j'ouvre la fenêtre, je la vois à l'aiguille du midi. On la voit directement quand j'ouvre la fenêtre. Épisode 2, l'aiguille du midi. Je vois les montagnes arrondies. Après, je vois un truc beaucoup plus haut, qui cache le ciel. Avec Maïsan, 11 ans, habitante des Pèlerins à Chamonix. L'aiguille du midi, elle cache le ciel et les autres non. Elle est tellement gigantesque. Des fois, quand je la vois, j'ai envie de voir plus loin. Parce qu'elle cache tout, en fait. Du coup, on peut pas trop voir ce qu'il y a derrière. Même si tu peux pas voir ce qu'il y a derrière, tu aimes quand même. Parce que c'est impressionnant, c'est joli, et il n'y a pas tout le monde qui a cette vue. Et Alain Gersen, guide de haute montagne depuis 1994, membre de la compagnie des guides de Chamonix, ancien grimpeur professionnel et formateur à l'ENSA, École nationale de ski et d'alpinisme. Ici, nous sommes à l'avenue Ravanel-le-Rouge, donc à la sortie de la ville, côté sud. Alors, l'aiguille du Midi, c'est une belle aiguille, assez effilée. Et depuis Chamonix, sur la gauche, il y a une longue arête qui s'appelle l'arête Midi-Blanc, qui, si on la suit jusqu'au bout, nous amène donc à l'aiguille du Blanc. Et plutôt sur la droite, on a l'arête des Cosmiques qui, elle, descend jusqu'au refuge des Cosmiques et à l'abri Simon, qui est le refuge d'hiver du refuge des Cosmiques. Le sommet de l'aiguille, il est à 3842 mètres. On l'a vraiment au-dessus de la tête, ce qui est caractéristique d'autant plus de la vallée de Chamonix qui est relativement étroite. Et donc on est très en dessous des aiguilles, avec un horizon d'une manière générale assez bouché. Donc cette aiguille du Midi nous écrase particulièrement dès lors qu'on est à Chamonix, en centre-ville. En fait, elle n'est pas plus grande que le Mont Blanc, c'est parce que le Mont Blanc il est plus proche de l'Italie et que l'aiguille du Midi elle est plus proche de Chamonix. Du coup, j'ai l'impression que l'aiguille du Midi elle est plus haute que le Mont Blanc. Moi, je trouve ça joli, c'est vrai qu'elle soit grande, mais j'ai déjà arrivé une fois qu'il y ait beaucoup d'avalanches qui tombent de là-haut, du coup ça me faisait quelques frissons. Ou des fois, j'avais peur qu'ils embarquent les arbres avec et tout ça, j'avais un peu peur. Du coup, elle est très impressionnante, c'est vrai. Et vu qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de la voir, moi, je trouve que ça fait du bien de la voir. Ça me rend heureuse parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y en a qui ne la voient pas du tout et moi, je la vois tous les jours. Alors d'où on voit principalement le versant nord, qui est le versant le plus visible depuis la ville de Chamonix. Voilà, donc on voit les câbles du téléphérique. Et derrière, donc, il y a le versant sud, qui est le versant donc, au soleil, où il y a beaucoup d'itinéraires d'escalade très intéressantes. Le versant nord étant plutôt fait d'itinéraires de type glaciaire ou mixte, et le versant sud étant plutôt une face granite plus courte, plus raide, qui fait entre 200 et 300 mètres selon d'où on part, avec des itinéraires plutôt rocheux d'escalade sur un rocher de très bonne qualité, un rocher magnifique. Non, ça reste un lieu quand même assez exceptionnel. Montagne et compagnie. Début juillet 1956, couloir Gervasuti au Mont Blanc du Tacu. Face sud. Pas très long. Beau granit, bien ensoleillé. Est-ce que quelqu'un est passé tout droit ? Non. Enfin, Gaston parle. Des tentatives à gauche et à droite, mais rien directement dans la face.
Sur ce, Gaston rejoint à grande enjambée le bas de la paroi, la face sud de l'aiguille du Midi. 250 mètres de granit rouge, d'une seule lancée entre 3600 et 3800 mètres, jusque-là jamais gravi, mais dont l'élégance des lignes n'a pas échappé à Rébuffa ni à Maurice. Première tentative, quelques dizaines de mètres d'escalade et une courte échelle les mènent au pied du système de fissures qui strie la face et doit permettre de s'élever vers le sommet. Mais comme dit Maurice, il n'y a pas grand-chose, si peu même que Gaston décide de réfléchir à la question, mais en bas dans la vallée. Retour à Chamonix. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, les deux alpinistes remontent à nouveau les premières longueurs et s'attaquent à la suite. La progression se fait sur étrier ou en escalade libre, pas toujours simple. Le granit est compact et ne se laisse pas avoir sans défense. Sans doute ne savait-il pas qui est Gaston. Maintenant, il a compris. Il cède, doucement. Maurice, toujours souriant, suit vaillamment son complice dans les longueurs, fier de partager ce moment avec lui. Après une dizaine d'heures d'escalade, les deux hommes peuvent enfin se dresser en haut des dernières dalles, sous l'œil ravi des touristes que le tout récent téléphérique vient de déposer à 3842 mètres. Ce jour-là, la Rébuffa Baquet est née. Superbe composition de deux artistes, mais aussi paraphe d'une amitié. Assis au sommet, Momo Sancho et Gaston Quichotte savourent. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce cadeau qu'ils se sont offert, ce bonheur d'escalade, qu'ils mettront en image quelques années plus tard dans Entre terre et ciel, fera rêver des générations d'alpinistes. Merci messieurs. Extrait de Maurice Baquet, Portrait avec violoncelle, d'Hervé Baudot, aux éditions Guérin-Paulsen. C'est un lieu déjà où je me suis très très régulièrement rendu parce que le téléphérique des Aiguilles du Midi, quand même un passage plus ou moins obligé pour pratiquer l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc. Donc c'est un lieu où je suis beaucoup allé, donc forcément avec le temps je m'y suis attaché. Après on est blasé, on peut être blasé un peu avec le temps à force d'y aller, mais dès qu'on y retourne alors qu'on n'y est pas allé depuis longtemps, on est très rapidement rattrapé par une sorte d'émotion. Donc non, ça reste un lieu quand même assez exceptionnel. Moi, je suis jamais allée à l'Aiguille du Midi, mais j'aimerais bien y aller avec les téléphériques, les trucs comme ça. En bas, t'as jamais la même vue qu'en haut. C'est différent parce que je peux voir d'autres arbres, je peux voir d'autres choses qui se passent. Je peux même voir des randonneurs, je peux voir des loups, je pense. Il y a même des montagnes que moi je peux pas voir d'ici, que je peux peut-être les voir de là-haut. Du coup, je suis curieuse, parce que peut-être si je tourne, je vais plutôt vers derrière, je peux voir plein de choses aussi, parce que je peux pas aller voir ce qui se passe vers l'Italie. Montagne et compagnie. J'y ai fait pas mal d'itinéraires, effectivement. J'ai quelques souvenirs assez marquants pour moi, en tout cas, dans cette phase, que ce soit lorsque je suis allé libérer des itinéraires qui existaient déjà, c'est-à-dire les grimper en libre, que ce soit la voie qui s'appelle Monsieur de Messmaker que j'avais fait en libre, ou une autre voie que j'ai rebaptisée au sud de nulle part, qui est peut-être un 8B en escalade que j'ai dû faire en 95, qui a toujours pas été répété d'ailleurs, donc j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes qui y aillent pour la répéter, ça me ferait plaisir. Voilà, j'ai quand même quelques souvenirs personnels assez forts par rapport à des itinéraires qui étaient pour moi un peu à ma limite, donc ça laisse toujours des souvenirs que de se confronter à ses propres limites, et l'environnement général participe de ce souvenir. Donc j'ai une relation complètement privilégiée et agréable, on va dire. J'y retourne toujours avec plaisir, pour faire même des itinéraires classiques comme la Rébuffa ou la voie Rébuffa, la voie Contamine ou même la voie Coleman. Je prends beaucoup de plaisir à les refaire parce que je trouve que le rocher est magnifique et sur lequel on grimpe environ entre 5 et 7 longueurs. Ça dépend un peu des variantes qu'on suit.
Voilà, on remonte des fissures, c'est plus ou moins équipé, mais il faut quand même en général rajouter des protections. Donc c'est quand même un peu sauvage malgré tout. C'est un bel endroit où on peut faire du terrain d'aventure. Et voilà, j'aime toujours ce beau granit et cet ensoleillement maximal. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Si on va un petit peu plus haut et qu'on suit le chemin des arbres, on voit une espèce de trou. Et c'est fait avec des pierres, on m'a dit, parce que y en a qui sont déjà partis voir et ils ont dit que c'était comme une espèce de grotte et que c'était une espèce de cachette. Et moi, quand j'étais petite, par exemple, quand on voyait ça, pour me faire peur, on me racontait des histoires qu'il y avait une sorcière qui habitait dedans. Parce qu'en fait, tu peux faire plein d'histoires avec l'aiguille du Midi. Tu peux imaginer plein de choses. Il y en a peut-être qui regardent juste la montagne et trouvent ça bof, quoi. Il n'y a rien à imaginer sur ça. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. Elle a comme des pouvoirs, on va dire. Un jour, tu vois ça, un jour, tu le vois plus, un jour, tu le revois et après, tu le revois plus. Tu peux voir des choses spectaculaires que tu peux plus voir après. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau avec l'aiguille du Midi. Le conseil du guide. Les non-pratiquants, ils peuvent déjà profiter du panorama qu'offre le téléphérique. Donc, depuis les différentes terrasses qu'il y a là-haut, on peut déjà bien regarder le massif. On a une vue imprenable sur le massif, donc ça déjà, c'est bien. Et pour les pratiquants, il y a les itinéraires quand même de la face nord qui sont intéressants quand ils sont en bonnes conditions, qui ne sont pas forcément très difficiles, mais si je prends un itinéraire comme le Mallory, quand c'est en bonnes conditions, c'est un itinéraire relativement abordable, même s'il y a un gros dénivelé quand même, mais donc on peut déjà découvrir la face nord d'Aiguille par cet itinéraire-là. Le couloir Mallory à la montée, c'est déjà intéressant. Et sinon, la face sud, aller faire la grande classique, quand même, la voie Rébuffa, qui est quand même une voie vraiment magnifique, historique, qui a été ouverte en 1955, donc quelques années, ou voire l'année de la première exploitation du téléphérique. Donc ça reste une voie complètement exceptionnelle. On ne s'en lasse pas. C'était Montagne et compagnie. Montagne et compagnie. Un programme réalisé en partenariat avec la ville de Chamonix à l'occasion du bicentenaire de la création de la Compagnie des guides de Chamonix. Production Globule Radio.